Donc merci. Donc on a reçu quelques premières questions. N'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Du coup, la première question, alors je pense qu'elle sera du coup plus pour Denis. C'est toi qui commence. Dans le contexte robotique et homme, qui est le thème de notre conférence, comment est-ce qu'on peut mesurer la réussite d'une intégration ? La réussite de l'intégration... Je vais garder le micro parce qu'on Oui. a quand même le Covid. Voilà, donc non, on l'a pas. Non. On ne veut pas l'avoir. On veut pas l'avoir. Effectivement, une bonne intégration, c'est quoi ? C'est une implication déjà des gens de production. Faut qu'on les implique dès le départ au sujet, que ça ne soit pas un sujet tabou. On va développer aussi des interfaces qui sont justement accessibles à tous, parce que ça c'est important. Donc il y a une question d'ergonomie, il y a une question de on peut mettre des couleurs ou des choses comme ça qui vont faciliter la conduite de la machine et que les gens comprennent bien pourquoi on robotise. C'est pas la robotisation aujourd'hui, c'est pas un tabou. Ça permet aussi de réindustrialiser la France, puisque on est en concurrence, et donc du coup, quand une usine se crée en France, ça crée de l'emploi, même s'il y a des robots, même si c'est plus des entreprises avec beaucoup de salariés, mais il y a des entreprises et ça crée de l'emploi. Et l'industrie en France, pour avoir travaillé dans d'autres pays, je peux vous dire que on est quand même industriel, on est un pays industriel. Donc nous, on est vraiment dans ce schéma-là, réindustrialiser, effectivement moderniser, aider l'humain justement à travailler et à avoir un vrai développement, parce que c'est un développement humain aussi, et justement laisser aux machines tout ce qui est pénible et surtout traumatisant. Voilà. Ok, merci Denis. À nos auditeurs de nous le dire. Du coup, on a une seconde question qui est assez précise en fait, où du coup on nous demande quels sont les critères pour répartir les tâches entre l'opérateur, le robot et le cobot. Donc comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce qu'on donne à quoi, à qui, pardon, et à quoi Encore une fois, si je peux effectivement apporter quelques précisions. En fonction donc effectivement des différents parties prenantes, donc le robot, le cobot et l'humain, eh bien on va exploiter finalement ce qu'il sait faire de mieux. Un robot donc traditionnel donc a plutôt tendance à être bon et être capable de pouvoir supporter des charges importantes, mais également de travailler dans des cadences très importantes. A l'inverse, un cobot va plutôt travailler sur des faibles charges, à des faibles vitesses pour des raisons de sécurité, puisque le cobot peut être en contact avec une personne. Et l'humain, et donc on va toujours effectivement exploiter sa capacité à prendre des décisions sur l'équipement, qui peut être du contrôle, qui peut être de moduler la cadence en fonction du besoin. Je vais rajouter une autre chose, c'est qu'aussi il y a une analyse de risque, c'est-à-dire que la collaboration avec un robot, l'humain à côté, tout ça, ça peut engendrer des risques. Et là aussi, la fonction de l'intégrateur, c'est de regarder les risques, les analyser. Donc ça, c'est obligatoire. Et en plus, en collaboration, c'est encore beaucoup plus strict, on va dire. Et là, on va regarder l'environnement, on va regarder effectivement les charges, les cadences, est-ce que le robot est capable de le faire ou pas. C'est pour ça qu'on est plutôt sur du robot très industriel, rapide, et d'être capable aussi de le ralentir pour pouvoir justement être un peu plus proche. Alors, un autre commentaire, je rebondis sur ce que tu disais, Denis, tout à l'heure. En fait, ce qui est important, c'est l'implication qu'on va pouvoir apporter au niveau du personnel de l'usine qui va recevoir l'équipement robotisé. Et si on arrive à obtenir l'adhésion de ces personnes-là, on aura déjà une montée en cadence qui va se faire très rapidement, on aura une maîtrise de l'outil qui va être beaucoup plus complète, et finalement une appropriation par le personnel de l'usine qui sera beaucoup plus profonde. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il ne faut pas du tout opposer le travail par des humains avec l'automatisation.
c'est la thématique de notre journée aujourd'hui, mais au contraire, il faut voir la complémentarité. Et je voudrais juste rappeler quelques éléments très factuels, c'est que aujourd'hui, les pays où il y a le moins de chômage, dans les pays industrialisés, hein, c'est aussi ceux où il y a le plus de robots dans l'industrie. C'est la Corée du Sud, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est des pays qui sont très très automatisés et pourtant il y a très peu de chômage. Donc encore une fois, si on doit faire un parallèle entre l'emploi et la robotisation, il est plutôt à dire que plus on a de robots, plus on a d'emplois. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont compétitives. Voilà. C'est une notion qui est d'actualité, hein, souveraineté industrielle, etc. Et la compétitivité de nos entreprises sur notre territoire, qui est la France, elle est très importante parce qu'elle va générer de l'emploi et cette compétitivité, elle se fait aussi avec des moyens de production modernes, efficaces, productifs. Et flexible. Et flexibles. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. C'est d'ailleurs Pascal qui a posé la question. Je vous remercie. On a une autre question sur une autre plateforme. Que deviennent, donc vous venez un peu d'en parler, hein, que deviennent les personnes qui ne font plus ces tâches? Donc on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Peut-être prendre le temps de revenir dessus. Oui, je peux effectivement compléter peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir, je dirais, requalifier les personnes dans d'autres fonctions qui sont aujourd'hui demandées par l'entreprise. Et donc, ça permet à ces personnes-là d'évoluer dans l'entreprise, d'y voir effectivement, je dirais, une appartenance plus forte à l'entreprise, une motivation plus importante. Et ça permet à l'entreprise, finalement, à partir de cette qualification-là, de pouvoir en fait rentabiliser ou en tout cas exploiter au mieux, je dirais, la capacité d'un humain au travers de ses qualifications, de ses compétences, pour pouvoir être plus compétitif au final et laisser finalement à des machines des travaux qui sont sans valeur ajoutée, qui n'apportent rien finalement à l'entreprise vis-à-vis de sa concurrence en fait. Ça fait une revalorisation aussi, forcément. Aujourd'hui, on a des formations possibles, il y a tout un tas de choses qui se font. Hein. Donc en France, on a un pays quand même qui est assez formateur et qui donne les moyens de se former. Et justement, le fait de ne pas avoir ces tâches qui sont compliquées, eh bien, ça permet vraiment l'évolution des gens, de pouvoir avoir une conduite de ligne. C'est pas rien. Tous les gens qui avant étaient opérateurs à prendre des cartons et à les poser et qui aujourd'hui conduisent les lignes, il y a une certaine fierté qui sort de là et nous, on en est satisfait, bien sûr. Voilà. Et pour compléter, en fait, l'éducation nationale l'a bien compris, hein, puisque depuis plusieurs années, en fait, elle s'équipe de robots, elle s'équipe de cellules robotisées, parce que cela fait partie maintenant, on va dire, d'un cursus de formation, parce que ce sont des machines, des matériels que verront, je dirais, nos enfants, lorsqu'ils rentreront dans la vie professionnelle. Et nous sommes très en retard en France. On est en retard par rapport au pays que disait Emmanuel, que nommait Emmanuel. Forcément, il y a du retard, on doit le combler parce que sinon on sera plus compétitif. Le Covid est passé, donc ça nous donne encore un argument de plus pour dire produisons en France et passons par la robotique et formons les gens justement à la conduite de ces machines-là. Oui, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, le robot aujourd'hui est aussi un outil indispensable et central à la réindustrialisation de la France et en France. Et du coup, ça passe aussi par la formation de toutes ces personnes. Merci pour votre réponse. Toujours sur cette question de répartition, une autre question. Du coup, pour savoir comment on va répartir, ça veut dire qu'il faut faire une analyse de risque. Donc ça, c'est pour le côté, j'imagine, sécuritaire, mais certainement aussi qualité, et une analyse de flux pour qu'on puisse s'implanter intelligemment dans ce qui est déjà existant. Enfin, du coup, Denis, je me tourne plutôt vers vous, vu qu'on est sur plutôt les sujets d'intégration. Mais j'en suis persuadée. Oui, effectivement, le flux est important, de regarder un petit peu, comme on disait tout à l'heure, les temps d'ouverture, les cadences, est-ce qu'on peut étaler aussi quelquefois le flux pour justement pouvoir faire tout ça.
Il est important effectivement de faire une étude de la globalité. Et là, du coup, nous, on rentre dans l'entreprise, on regarde ce qu'ils font, on travaille ensemble avec la production, les gens de maintenance, les gens des méthodes, tous les métiers de l'entreprise, on les implique. Et là, on regarde réellement ce qui est vraiment bien à robotiser. Oui. Alors c'est clair qu'on... Pardon ? Oui, juste un petit commentaire, parce qu'on parlait d'analyse de risque, d'analyse de flux, et moi je rajouterais l'analyse de la valeur, à savoir qu'est-ce que chaque tâche élémentaire apporte comme valeur ajoutée au produit. Et ça doit aussi nous conduire à une réflexion sur quelle tâche élémentaire je donne au robot, quelle tâche élémentaire je donne à l'humain. L'humain, on va dire que naturellement, il est là pour les tâches les plus nobles, et donc on aurait tendance à dire que tout ce qui apporte peu de valeur ajoutée, il faut le confier au robot parce qu'il est très productif, et donc finalement ça va beaucoup plus noyer cette tâche-là, et tout ce qui a vraiment de la valeur, les laisser à l'humain. Voilà. Analyse de la valeur, ça peut être aussi un angle de réflexion. Effectivement, Alors effectivement, ce qu'on pouvait rajouter concernant l'analyse de risque, qui est obligatoire, qui est effectivement demandée pour tout équipement machine en tout cas, puisque finalement avec un robot on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a effectivement des règles de sécurité à respecter, et donc cette analyse de risque-là, elle est indispensable pour effectivement pouvoir ensuite la mettre en exploitation, la mettre en production dans les usines. Autre point concernant effectivement l'implantation, aujourd'hui on va de plus en plus utiliser en fait des outils informatiques qui vont permettre en fait de pouvoir concevoir virtuellement la nouvelle implantation, la nouvelle en fait, configuration d'une ligne de production, ce qui permet finalement aussi de pouvoir intervenir sur l'évolution de cette ligne-là, éventuellement d'anticiper des éventuels problèmes que l'on pourrait rencontrer d'implantation ou de gestion des flux. Et donc tout ce travail-là en amont est de plus en plus en fait, réalisé pour qu'au final, en fait, la partie déploiement, réalisation de la ligne soit faite dans les plus courts délais possibles. On fait des études, on nous demande aussi d'être en amont de ces projets-là, d'être capable de justement pouvoir analyser les flux et proposer des nouvelles solutions ou des solutions pour améliorer justement la productivité. Donc on peut être nous aussi, NJ Solutions, en amont de ces projets-là pour enfin après décliner sur des machines de telle ou telle sorte, dont les robots bien sûr. Voilà. Et je me permets, du coup, c'est un peu ce dont on parlera sur la conférence de cet après-midi avec Bureau Veritas sur la partie conformité machine et sécurité machine et avec des robots bien entendu. Oui, tout à fait. Donc il y a un peu ce triptyque en fait, évidemment, bien sûr. Et peut-être, j'en profite, on a derrière nous un îlot donc standard, Paletise. Et est-ce qu'on peut essayer de comprendre là quelle est la part d'intelligence dans la conception de vous, constructeurs de robots, et quelle est la part dans la conception de l'intégrateur. Déjà, c'est une solution qui peut être mise dans n'importe quel espace, qui peut être déplacée. Comment ça fonctionne ? Aujourd'hui, elle est dans le showroom. Si demain, je la veux dans mon usine, comment je fais ? Tu viens avec ton camion, Camille, tu l'emmènes. Voilà. Le but étant, c'est une machine industrielle. C'est une machine qui a déjà fait ses preuves, bien entendu, dans divers milieux, on va dire, aussi bien agroalimentaires que pharmaceutiques. Donc, c'est un îlot qui est complètement repliable. Donc l'intelligence du robot, forcément, ça va être son agilité. D'ailleurs, KUKA a un robot qui s'appelle l'Agilus, donc voilà, c'est agile, être capable d'avoir des mouvements très rapides. À un moment, il faut être capable d'être rapide, de pouvoir alimenter. Donc il a la particularité, lui, de pouvoir dépalettiser, de repalettiser. Emmanuel parlait de caméra. On peut lui mettre une caméra pour justement situer aussi où sont les cartons, donc, et aussi de faire un changement de palette, c'est-à-dire on peut partir d'une palette d'une sorte et puis repalettiser d'une autre sorte. C'est-à-dire que dans la logistique aujourd'hui, il y a des cas justement qui se font où il y a des gens toute la journée, ils changent de type de palette. Voilà.
Donc ça, donc il peut aller donc dans la logistique, parce qu'il est aussi également présent, cet îlot, et voire un plus gros, dans la logistique. Voilà, on a tous ces secteurs-là qui sont d'où la machine dite standard. Voilà, c'est aussi une marque de fabrique chez nous. Un petit commentaire supplémentaire. Donc, énormément de la valeur ajoutée de cette solution, c'est Engie qui l'apporte à travers à la fois la conception mécanique. Il y a tout un tas d'astuces vraiment très très bien pensées. La modeste contribution de KUKA, c'est l'élément robot, qui est quand même un des plus importants, hein, le plus important peut-être de la cellule. Et là où on a travaillé ces dernières années, c'est sur la compacité. Et donc l'intérêt pour nos clients, et les clients d'Engie, puisque c'est nos clients communs, c'est d'avoir une solution qui prenne le moins de place possible. Et en particulier, le robot, il prend de la place. Et donc nous, ce qu'on a vraiment optimisé, c'est l'emprise au sol du robot, c'est la compacité de la mécanique du robot, tout en ayant un rayon d'action important, puisque ce robot-là a un rayon d'action de plus de 2 mètres. Donc c'est aussi très appréciable, parce que quand on fait de la palettisation, des palettisations, il y a des hauteurs qu'il faut respecter. Et donc ce robot-là, il a à la fois cette compacité, ce rayon d'action, et également les cadences qui vont bien pour ce type d'application. Alors, il est également aussi conçu, KUKA livre des robots, et on a la partie safety, c'est-à-dire qu'on a des grillagers beaucoup plus légers, du coup, qui permettent justement, parce que le grillager doit tenir au choc d'un robot, et là, par la partie safety, en fait, on fait son environnement et jamais il dépassera, il n'ira jamais percuter le grillage. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est associé à des scrutateurs, donc la partie vitesse, à un moment, quand on est très près du robot, il faut qu'on ralentisse parce qu'il y a des inerties d'arrêt qui sont importants. Et donc, du coup, on doit s'assurer que le robot est bien à la bonne vitesse en fonction justement de la distance entre l'humain et le robot. Donc ça, c'est une partie qui est importante et qui a été développée par KUKA, et qui, pour nous, justement, se fond dans l'environnement de l'humain. Voilà. Ok, super. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vois qu'on a un petit problème avec le live. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, c'est toujours le cas. Donc, n'hésitez pas à nous poser une question. On en a une nouvelle. Alors, je vous la pose telle quelle. Oui, là, je pense. La compacité tient-elle compte de la sécurité? Alors, ça, c'est une question, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûr de bien comprendre toute la portée de la question, mais ce qui est sûr, c'est que la sécurité, elle est intrinsèque aujourd'hui dans les robots qu'on va fournir à nos intégrateurs. C'est un élément clé. Aujourd'hui, il est évident qu'on a besoin d'optimiser la taille des cellules. Donc c'est comme ça que je comprends la question. Effectivement, avec les outils de sécurité dont on dispose, qui s'appelle le Safe Opération chez KUKA, ça permet finalement de définir une zone qu'on va dimensionner au plus juste, et le robot, on garantit de manière sécuritaire qu'il ne sortira pas de cette zone. Donc le robot, son préhenseur, etc. Donc on a effectivement un impact direct des fonctions de sécurité sur la compacité. Donc j'espère que c'est comme ça qu'il fallait comprendre la question. Et pour compléter, en fait, ces outils-là, donc qui sont logiciels et hardware, ont été certifiés. C'est-à-dire que finalement, les outils qu'on met à disposition de l'intégrateur donc sont des outils qui ont été certifiés, donc qui ne nécessitent pas en fait finalement de qualification, de certification, et ils nécessitent simplement en fait une analyse de risque. C'est en fait en face effectivement des risques potentiels, quels sont les outils, quelles sont les technologies que l'on a utilisées pour pouvoir les parer. Ok, merci beaucoup à tous les trois pour les réponses aux questions et pour ces différentes interventions. Merci à vous tous pour votre participation et au plaisir de vous revoir rapidement. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes présents pendant toute la semaine. Je tiens moi à remercier
nos partenaires, hein, donc Emmanuel et Max, parce que c'est un accompagnement depuis déjà longtemps. Ici, c'est un aboutissement aussi d'un lieu. Ils nous ont toujours soutenus et ils ont toujours été avec nous. Et je suis très fier d'avoir fait cette petite conférence avec eux. C'est Voilà. partagé. C'est partagé. Voilà. Merci, Merci à tous.